Michel Zévaco, Borgia. Chapitre 1, Primevère. Rome, l'antique capitale du monde civilisé, dormait, appesantie en une morne tristesse. Une sorte de terreur mystérieuse et profonde glaçait la superbe cité jusque dans ses moelles. Rome se taisait, Rome priait, Rome étouffait. Là où la voix puissante de Cicéron avait fait retentir la tribune d'un forum tumultueux, psalmodiaient des voix sinistres. Là où les Gracchus avaient combattu pour la liberté, pesait de tout son poids le sombre et farouche despotisme de Rodrigue Borgia. Et Rodrigue Borgia n'était qu'une personne dans la trinité menaçante qui régnait sur la ville des villes. Rodrigue avait un fils qui, plus que lui, représentait la violence, et une fille qui, mieux que lui, symbolisait la ruse. Le fils s'appelait César, la fille s'appelait Lucrèce. Nous sommes au mois de mai de l'an 1501, à l'aube du XVIe siècle. Ce jour-là, le soleil s'est levé dans un ciel rutilant. La matinée est radieuse, une joie immense est dans les airs. Mais Rome demeure glacée, glaciale, car les prêtres règnent sur terre. Pourtant, devant la grande porte du château Saint-Ange, la forteresse qui, près du Vatican, hérisse ses odieuses tourelles, des hommes du peuple sont rassemblés par la curiosité. Pieds nus, en haillons, la tête couverte de crasseux bonnets phrygiens, ils contemplent, avec une admiration pleine de respect, un groupe de jeunes seigneurs qui, réunis sur la place, paradent, causent bruyamment, rient aux éclats et dédaignent de laisser tomber un regard sur la tourbe qui, de loin, les envie. Ces cavaliers, couverts de velours et de soie, par-dessus les fines cuirasses, parfois entrevus dans un mouvement des manteaux chatoyants, brodés d'or, montés sur de beaux chevaux, sont groupés près de la porte du château. Soudain, cette porte s'ouvre toute grande. Le silence se fait. Les têtes se découvrent. Un homme à figure basanée, vêtu de velours noir, paraît sur un magnifique étalon noir et s'avance vers les jeunes seigneurs qui, sur une seule ligne, se rangent pour le saluer. Il laisse serrer ses yeux sur la ville qui, à son aspect, semble plus silencieuse encore, comme prise d'une angoisse. Puis sa tête tombe sur sa poitrine, et il murmure quelques paroles que nul n'entend. Cet amour me brûle. Primevère, Primevère, pourquoi t'ai-je rencontré? Alors il fait de la main un signe aux cavaliers, et la petite troupe, riant et caracolant, se met en marche vers l'une des portes de Rome, tandis que, parmi les gens du peuple courbé, passe comme un frisson ce mot sourdement répété par des bouches haineuses et craintives. Le fils du pape, Monseigneur César Borgia. En cette même matinée de mai, à 7 lieues de Rome environ, sur la route de Florence, cheminait, solitaire, au pas de son rouan, un jeune cavalier qui, sans hâte, insoucieusement, se dirigeait vers la ville des villes. Il paraissait 24 ans. Son costume était fatigué, délabré. Il y avait plus d'une reprise à son pourpoint, et ses bottes en peau de daim étaient rapiécées par endroits. Mais vraiment, il avait fière mine sous ses longs cheveux qui retombaient sur les épaules en boucles naturelles, avec sa fine moustache retroussée en croc, sa taille svelte, hardiment découplée, ses yeux vifs et perçants, et surtout cet air d'ingénue gaieté qui rayonnait sur son visage. Bien que le jeune homme
n'eut ni l'allure ni la physionomie d'un contemplatif, il semblait s'abandonner à une sorte de rêverie, et son regard parcourait avec indolence la campagne romaine brûlée par le soleil, vaste plaine déserte et nue. « Parbleu !» s'écria-t-il. « Voilà qui ne ressemble guère aux tant joyeux environs de mon cher Paris, avec ses bois ombreux, ses bouchons et ses guinguettes, où l'on boit de si jolis vins et ses filles accortent. Allons, capitaine, un temps de trop, mon ami, et voyons si nous ne pourrons rencontrer quelque honnête hôtellerie où deux bons chrétiens comme toi et moi puissent s'abreuver. » Capitan, c'était le nom du cheval. Celui-ci dressa les oreilles et prit un trot relevé. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées lorsque le cavalier, se dressant sur ses étriers, aperçut au loin un petit nuage de poussière blanche qui, rapidement, s'avançait au-devant de lui. Quelques instants plus tard, il distingua 2 chevaux lancés au galop. Sur l'un d'eux flottait une robe noire, un prêtre. Sur l'autre, une robe blanche, une femme. Presque aussitôt, ils furent sur lui. Le jeune Français s'apprêtait à saluer la dame blanche avec toute la grâce que la nature lui avait départie, lorsqu'à sa grande stupéfaction, elle arrêta net sa monture, lancée à fond de train, et vint se ranger près de lui. « Monsieur !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante, « qui que vous soyez, secourez-moi !»« Madame, » répondit-il avec chaleur, « je suis tout à vous, et si vous voulez me faire l'honneur de me dire en quoi je puis vous servir, délivrez-moi de cet homme !» Du doigt, elle désignait le moine qui s'était arrêté et qui haussait dédaigneusement les épaules. « Un homme d'église !» s'exclama le Français. « Un démon ! Je vous en supplie, faites que je puisse continuer seul mon chemin. »« Oh là, sire moine, vous avez entendu ?» L'homme noir ne jeta même pas un coup d'œil sur celui qui lui parlait ainsi, et, s'adressant à la jeune femme, « Vous vous repentirez amèrement, mais il sera trop tard. »« Silence, moine !» éclata le jeune cavalier. « Silence, ou par le ciel tu vas faire connaissance avec cette épée. »« Vous osez menacer un prêtre ?» fit le moine d'une voix fielleuse. « Vous osez bien, vous, menacer une femme ? Arrière, tournez bride à l'instant, ou vous n'aurez plus jamais occasion de menacer qui que ce soit. » En même temps, le Français tirait son épée et marchait sur le moine. Celui-ci lança au jeune homme un regard de rage affreuse, puis, tournant bride, il s'enfuit au galop dans la direction de Rome. 1 minute, on put voir son manteau noir qui voltigeait au vent comme les ailes d'un oiseau de malheur. Puis il disparut. Le jeune cavalier se retourna alors vers la dame blanche. Il demeura saisi d'admiration. C'était une jeune fille d'environ 18 ans, d'une merveilleuse beauté. D'admirables cheveux d'un blond cendré encadraient harmonieusement un visage qu'éclairaient 2 grands yeux noirs. Une sorte de grâce hautaine se dégageait de toute sa personne. À ce moment, la rougeur de l'indignation empourprait son visage et la rendait 1000 fois plus belle encore. Elle aussi avait suivi des yeux l'affreux moine qui s'envolait comme un hibou. « Je vous dois, dit-elle d'une voix pure et chantante, je vous dois toute ma reconnaissance, monsieur. »« Le chevalier de Ragastins, » répondit le cavalier en s'inclinant profondément. « Un Français ? Parisien, madame. »« Eh bien, monsieur le chevalier de Ragastins, soyez 1000 fois remercié pour l'immense service, bien faible service, madame, et j'eusse été heureux de tirer l'épée contre un ennemi sérieux, en l'honneur d'une dame aussi accomplie. Mais pourrais-je savoir pourquoi ce moine ? » ?»« Oh, c'est bien simple, monsieur, » fit la jeune fille qui ne put s'empêcher de frissonner. « J'ai commis l'imprudence de m'écarter seule plus que je ne devais. Cet homme
s'est tout à coup approché de moi. Il m'a outragé par ses paroles. J'ai voulu fuir, il m'a poursuivi. » Il était visible qu'elle ne disait pas toute la vérité. « Et vous ne le connaissez pas ?» reprit le jeune homme. Elle hésita un instant, puis, se décidant, « Je le connais, pour mon malheur. C'est le vil instrument d'un homme néfaste et puissant. Oh, monsieur, vous disiez que c'est là un ennemi peu sérieux. Ah, ce moine est au contraire, pour vous, et dès ce moment, un redoutable ennemi. Si vous le rencontrez, fuyez-le. Si votre destinée est de vous trouver avec lui, n'acceptez rien de lui. Redoutez le verre d'eau qu'il vous offrira, le fruit dont il mangera une moitié devant vous, l'arme qu'il vous priera d'accepter. Redoutez surtout qu'il ne vous fasse saisir et jeter dans quelque oubliette du château Saint-Ange. Le moine que vous venez de voir s'appelle Dom Garcogno. « Madame, » reprit le chevalier de Ragastins, « je vous rends grâce pour les inquiétudes que vous voulez concevoir à mon sujet, mais je ne crains rien, » ajouta-t-il en se redressant. « Il faut que je vous demande un autre service. »« Parlez, madame. »« C'est de ne pas chercher à voir de quel côté je me dirige, de ne pas chercher à savoir qui je suis. »« Quoi, madame, je n'aurai donc aucun souvenir de cette rencontre que je bénis? Je ne saurais même pas quel nom je dois mettre sur ce visage charmant qui va, dès cette heure, hanter mes rêves. » Le chevalier parlait d'une voix émue et tendre. Elle le regarda avec un intérêt non dissimulé. Un sourire vint se jouer sur ses lèvres. « Je ne puis vous dire mon nom, » dit-elle. « De trop graves intérêts m'obligent à le tenir caché, mais je puis vous dire le surnom que m'ont donné ceux qui me connaissent. »« Et quel est ce surnom ?» demanda le Français. « Quelquefois, on m'appelle Primevère. » Et, faisant un signe d'adieu, la dame blanche prit le galop et s'enfonça dans la direction de Florence. Le chevalier était demeuré sur place, tout étourdi, ébloui par cette éclatante et fugitive apparition. Son regard demeurait invinciblement attaché sur la robe blanche qui flottait dans un nuage de poussière. Il l'avait tournée brusquement à droite et se jetait en pleine campagne. Puis elle disparut. Longtemps, il demeura au même endroit. Enfin, il poussa un soupir. « Primevère, » fit-il. « Le joli nom. Primevère, Primavera, printemps. Elle est belle en effet, belle comme le printemps en fleurs. Mais à quoi bon songer à cela? Sans doute elle m'aura oublié dans une heure. Et quand même, que pourrais-je espérer? Pauvre aventurier !» Sur cette mélancolique réflexion, le chevalier de Ragastins poursuivit vers Rome son voyage interrompu.